Bonjour. Pour introduire ce premier cours sur l'intérêt de la philo des sciences, laissez-moi vous raconter une histoire. Dans cette fable, j'ai repris les trois animaux symboliques de Francis Bacon, la fourmi, l'araignée et l'abeille. Mais d'abord, connaissez-vous Francis Bacon? C'était un philosophe anglais et il a joué un rôle essentiel dans le développement de la méthode scientifique. En fait, il a prôné l'empirisme, il a souligné l'importance de l'instrumentation scientifique pour mieux comprendre le monde. Alors Bacon a même réalisé une expérience fameuse, audacieuse, en utilisant un poulet qu'il a rempli de neige fraîche, et ceci pour tenter de préserver la viande. Mais l'expérience n'a pas réussi, et même Bacon a fini par attraper un rhume en manipulant le poulet froid et mouillé, ce qui a malheureusement causé sa mort. Alors bien que cette histoire soit en partie légendaire, elle repose sur des faits réels, car Francis Bacon est bien décédé, vous pouvez le vérifier, de complications respiratoires en 1626. Une mort empirique, pourrait-on dire. Mais revenons à nos trois animaux symboliques. Alors, l'histoire se déroule dans une ville qu'on va appeler Veracity, et plus précisément au centre de la place publique. Alors les fourmis y sont très laborieuses, elles travaillent en groupe et elles accumulent des connaissances très précises et très détaillées. Elles suivent la philosophie de Francis Bacon, justement, en considérant l'empirisme comme le fondement de leur quête de vérité. Le premier groupe de fourmis étudie la forme complexe des feuilles qui recouvrent le sol de la place. Alors elles comptent le nombre de dents sur le bord des feuilles. Alors bien sûr, il y a des divergences sur le nombre de dents, mais c'est une approche scientifique et il y a un consensus qui ressort et il apparaît, on fixe le nombre de dents à environ 10, plus ou moins 5. Il y a d'autres fourmis. Alors elles sont munies de loupes et elles se questionnent sur la couleur verte des feuilles et plus précisément sur un terme qui a dû être défini, c'est-à-dire les cellules du mésophylle. Alors l'araignée, elle, pour sa part, elle ne se contente pas de l'observation. Elle pense par elle-même, tout en tissant sa toile. Et elle expose une théorie abstraite et complexe sur la théorie de l'évolution. Selon elle, la feuille adapte sa forme pour mieux absorber l'énergie invisible de l'univers. Elle transforme ainsi cette énergie du macrocosme en un gaz invisible, essentiel à la vie du microcosme. Mais il y a une autre araignée qui défend une autre idée. Pour elle, la feuille absorberait des ondes de lumière pour transformer un gaz inerte en un autre gaz nocif, celui-là, qui serait à l'origine de la combustion, et donc détruirait ainsi le monde des insectes. Alors, cette seconde araignée est catégorique, elle soutient l'affirmation par des calculs sérieux. Selon elle, la production de ce gaz dangereux représenterait 21% de l'éther invisible qui soutient le monde. Et si ce gaz venait à dépasser 23,5%, ce serait la fin du monde des insectes. Alors l'araignée s'est lancée ensuite dans un programme politique et toute une armée de chenilles processionnaires est prête à intervenir pour dévorer les feuilles. On peut dire que ces deux araignées étaient dogmatiques. Elles étaient solitaires et enfermées dans leurs propres croyances. Alors convaincues de détenir la vérité absolue, elles rejetaient toute autre perspective et refusaient de remettre en question leur certitude. Alors d'autres fourmis observaient attentivement la structure complexe des branches qui jonchaient le sol. Elles remarquaient que les branches principales elles se divisaient en branches secondaires qui à leur tour se ramifiaient en branches plus petites. Pendant ce temps, l'araignée, je crois qu'elle s'appelait Fibonacci, élaborait une fascinante théorie autour de sa toile. Selon elle, une branche principale pouvait se diviser en deux branches filles,
dont l'une était approximativement 1,618 fois plus longue que l'autre. Et ce nombre mystérieux était connu sous le nom de nombre d'or. De plus, la branche la plus longue pouvait à son tour se diviser en deux branches filles, dont l'une était de nouveau 1,618 fois plus longue que l'autre, et ainsi de suite. L'araignée Fibonacci soutenait que toutes les ramifications obéissaient à ces nombres magiques, et donc que ce nombre d'or abstrait et secret était la clé de la beauté de l'univers. Cependant, les fourmis ignoraient cette théorie, car, à vrai dire, il y avait peu de communication entre elles et l'araignée. Et la règle de l'araignée n'était pas si absolue que ça, car d'autres facteurs influençaient également la ramification des arbres. Les facteurs génétiques, la puissance du vent, la compétition avec d'autres branches, et bien d'autres choses encore inconnues. Ainsi, bien que l'araignée Fibonacci ait proposé une théorie très élégante, les fourmis étaient conscientes que la réalité était plus complexe et que différents facteurs contribuaient à la ramification des arbres. Cette divergence d'interprétation soulignait l'importance de prendre en compte plusieurs perspectives et d'explorer différentes influences pour obtenir une compréhension complète de la nature. Les connaissances sur les racines semblaient en perpétuel changement, évoluant constamment. L'araignée mécanicienne avait d'abord considéré les racines comme des structures passives, n'ayant qu'un rôle mécanique similaire à une encre. Alors, selon son modèle logique et convaincant, les racines se développaient de manière symétrique et linéaire, s'étendant uniformément dans toutes les directions. Cependant, les fourmis avaient pu creuser des tunnels pour explorer de plus près. Elles avaient découvert que la croissance racinaire était bien plus complexe, formant des réseaux interconnectés et échangeant des ressources ainsi que des signaux chimiques. Il était devenu évident que les racines ne se limitaient pas à l'absorption de l'eau et des nutriments. Les fourmis démontraient que les racines pouvaient communiquer entre elles en sécrétant des substances chimiques et qu'elles interagissaient avec les micro-organismes du sol. Les fourmis semblaient s'approcher davantage de la réalité, mais elles comprenaient néanmoins que de nombreuses fonctions des racines leur échappaient encore. La complexité de ces organes souterrains dépassait leur compréhension actuelle. Ainsi, tandis que l'araignée mécanicienne proposait un modèle simpliste, les fourmis révélaient la complexité sous-jacente des racines et leur rôle bien plus étendu. Cela soulignait l'importance de continuer à explorer et à remettre en question, remettre en cause nos connaissances, car elles étaient en constante évolution et révélaient des aspects insoupçonnés de la nature. C'est à ce moment-là qu'une abeille fit son apparition sur la place de Veracity. Dotée de ses ailes, elle était capable d'engager des discussions avec les fourmis, qui apportaient leurs connaissances accumulées. Elle tenait également à débattre avec les araignées dogmatiques, isolées de part et d'autre, qui étaient toutes convaincues d'avoir raison et refusaient donc de collaborer avec les fourmis. L'abeille écoutait avec ouverture d'esprit et était intriguée par les changements de connaissances. Mais surtout, elle constatait que les fourmis et les araignées ne semblaient pas être en accord sur la vision des feuilles, des branches et des racines. C'est alors que l'abeille posa une question simple. Quelles sont les relations entre les feuilles, les branches et les racines? Elle interrogea les autres créatures sur les concepts de leurs recherches, sur les fondements même de leurs connaissances et sur les hypothèses sous-jacentes à leur théorie. Les fourmis et les araignées, habituées à se concentrer sur des détails concrets, furent surprises par les questions de l'abeille. L'abeille prit un peu de hauteur et posa une autre question, tout aussi simple. Qu'est-ce que ce gigantesque élément qui pousse vers le ciel au milieu de la place? Ni les fourmis, ni l'araignée ne purent répondre. Ils réalisèrent alors: nous sommes une connaissance transversale du monde à notre échelle. Nous ne pouvons pas répondre à ce qui
nous dépasse. L'abeille décida alors de prendre de la hauteur et de voler au-dessus de l'édifice. Plus elle s'élevait, plus elle fournissait d'efforts, plus elle comprenait l'organisation complexe de l'ensemble. Elle observait une harmonie parmi tous ces éléments, avec des couleurs changeantes au fil des saisons. Était-ce une forme de révélation? L'abeille ressentait un sentiment de paix, de protection, d'émerveillement même, et de connexion avec la nature. Elle n'était pas contre, elle était avec cette nature. Que cet être vivant, géant et fascinant, était un arbre. L'abeille comprit alors que la vérité ne pouvait être atteinte ni par l'accumulation aveugle de connaissances empiriques, ni par un dogmatisme obstiné. La réponse la plus plausible résidait dans l'équilibre entre une observation rigoureuse et une réflexion critique. De retour au sol, la petite abeille partagea sa sagesse avec les fourmis empiriques et l'araignée dogmatique. Les fourmis comprirent que l'empirisme était essentiel, mais qu'il devait être accompagné d'une réflexion philosophique pour éviter de tomber dans la rigidité. Quant à l'araignée, elle commença à ouvrir son esprit et à de nouvelles idées et à remettre en question ses croyances limitées. Elle apprit que l'humilité et la collaboration étaient les clés pour atteindre une connaissance plus profonde et nuancée. Alors vous voyez que cette fable illustre comment la petite abeille philosophe peut compléter la science en nous incitant à réfléchir à la signification des concepts scientifiques et au fondement de nos connaissances. Elle met en évidence la nécessité d'adapter une approche holistique en combinant la précision scientifique avec une réflexion plus large. La philosophie des sciences, elle explore les questions fondamentales sur la nature de la science, ses méthodes, ses objectifs et sa relation avec d'autres domaines de la connaissance. Elle soulève des questions telles que qu'est-ce que la connaissance scientifique? Comment la science acquiert des connaissances? Quelles sont les limites de la méthode scientifique? Comment interpréter les résultats scientifiques? C'est-à-dire qu'elle nous incite également à réfléchir sur les implications sociétales, éthiques et philosophiques de la science. Par exemple, la philosophie des sciences peut nous amener à nous interroger sur les valeurs et les biais qui influencent la recherche scientifique, sur les conséquences de certaines découvertes sur la société ou sur les limites de la science dans la compréhension de certains phénomènes. Merci de m'avoir suivi dans cette introduction jusqu'ici sur cette philosophie des sciences, et dans les prochains cours, nous aborderons les thèmes tels que le réalisme scientifique, la méthode scientifique, l'épistémologie et l'éthique de la science. Encore merci et à bientôt.